À poursuivre, Dominique. Non. Monsieur Duquesne, son prénom Philippe. Et je suis particulièrement heureux d'appeler Gérard de la Roche, puisqu'il n'était pas ailleurs. Il n'avait pas vu hier et il nous a rejoint aujourd'hui. Et vient à la table ronde Emmanuel Sanchez, qui est donc le réalisateur de 2 des films qui sont présentés. Les Arcadies, qui est toujours la séance d'hier, et la Dormeuse du Val. Voilà. Je vous demanderai simplement de bien parler dans le micro, puisque l'émission est enregistrée pour notre partenaire, la radio Albiges, d'une part, et puis elle est retransmise en direct par l'Archipel Contre-Attaque, d'autre part, et par la nouvelle chaîne du Club Ciné Carmo, ce que vous retrouverez sur Facebook. Serge, je te laisse la parole. Alors, je voudrais dire d'abord à l'introduction, puisque vous avez vu un certain nombre d'extraits, que pour qui est attentif aux acteurs, pour qui va au cinéma, pour qui il y a un minimum de curiosité ou d'intérêt pour les acteurs, les extraits que vous avez vus, pour les 4 personnes qui sont là, montrent de manière, à mon avis, éclatante, lumineuse, incontestable, que ce sont de grands acteurs, que ce sont d'immenses acteurs, et que la question de premier rôle, second rôle, etc., n'a évidemment aucun lien avec la question de ce qu'on appelle traditionnellement, d'un mot un peu approximatif, le talent. C'est-à-dire que j'ai publié plusieurs plusieurs livres sur les acteurs et en particulier sur les seconds rôles. J'en dis d'ailleurs une parenthèse, puisque lorsqu'il s'est agi d'organiser 2 festivals à Carmont, Jérôme m'avait contacté à la suite d'un bouquin des premiers que j'avais écrit, qui était les seconds rôles du cinéma français, et le sous-titre était Grandeur et décadence, qui était un essai pour expliciter, pour justifier, argumenter ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que je partais du début du parlant, des années 30, 40, 50, ce sont les années pendant lesquelles a été forgée la notion de second rôle, ce que ensuite des auteurs ont appelé les excentriques du cinéma français. Et la notion d'excentrique, elle a une double connotation. Excentrique, ça veut dire d'une part qu'on n'est pas au centre, puisqu'on est excentré, donc on est sur les côtés. Mais excentrique, ça veut dire en même temps qui sont hors de l'ordinaire, hors des conventions traditionnelles, hors des personnalités un peu plates. Et cette notion d'excentrique, en réalité, elle était liée à une notion qui est pratiquée aux États-Unis, où l'industrie du cinéma est très catégorisée, ce qu'ils appellent les character actors, c'est-à-dire les acteurs de caractère, et qui sont utilisés comme dans la logique industrielle d'Hollywood, où chaque pièce du puzzle a évidemment une signification. Et les acteurs de caractère, comme le nom l'indique, c'est une forme d'être, de caractère, mais c'est souvent aussi, en même temps, conjointement, des physiques qui rejoignent ce qu'on appelle des emplois dans la tradition du théâtre. Et ensuite, c'est évidemment des logiques industrielles, marchandes, qui déterminent finalement la place de chacun. Parce que quand on travaille un petit peu sur ces questions, on se rend très vite compte que, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers rôles, qui sont devenus d'ailleurs de manière très révélatrice, je l'ai dit le premier soir, pardonnez-moi si je me répète, les acteurs bankable, le terme dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire la notion d'acteur bankable, ça veut dire de griffes, de marques, de logos qui ont un effet pour effectivement ramener de l'argent, mais qui sont a priori déconnectés de la question du talent ou de la qualité. En d'autres termes, si on avait un acteur, qui soit un acteur moyen, mais qui pour X raisons remplit les salles,
il n'y aurait aucune raison qu'il ne reste pas, évidemment, en tête d'affiche. C'est ce qu'on appelle, dans tous les domaines, au-delà de la culture, la valeur marchande des choses. La valeur marchande, pour renvoyer à des questions trop philosophiques. Mais pour le cinéma et l'audiovisuel, c'est-à-dire la télévision, Malraux, qui savait de quoi il parlait, comme à l'époque ministre de la Culture, avait dit, tout le monde connaît cette citation, « Le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi une industrie. » Et donc toutes les logiques industrielles viennent évidemment corriger les seules logiques artistiques. C'est-à-dire que si vous êtes le meilleur acteur du monde, ce serait une notion d'ailleurs très approximative et très aléatoire, mais si vous étiez le meilleur acteur du monde mais que personne ne voit et que vous ne remplissiez pas les salles, il n'y a évidemment aucun producteur, aucun distributeur qui mettrait un copec sur la tête des personnes en question. Je dis tout ça parce que je suis moi-même maintenant prisonnier de cette logique, de cette étiquette aléatoire des seconds rôles, puisque même quand je fais le dernier bouquin que je fais, qui est une anthologie des acteurs, où il y a tout le monde, y compris les stars, dans tous les papiers que j'ai dans la presse, d'ailleurs aussi bien d'ailleurs la presse cinéphilique que la presse non spécialisée, on présente le truc comme un bouquin sur le second rôle. Il y a Delon, il y a Deneuve, il y a Depardieu dans le bouquin, il y a aussi les seconds rôles, il y a tout le monde, mais voilà comme le regard est déformé en quelque sorte. Je veux dire par là que aujourd'hui, bon, finalement la marque, les seconds rôles au premier plan, bon, pourquoi pas, mais en même temps je sais parfaitement qu'il y a un caractère qui est inexact. Dans la mesure où pendant très longtemps, notamment des années pour aller vite, jusqu'à la nouvelle vague, une introduction très rapide, jusqu'à la nouvelle vague, c'est-à-dire fin des années 50, 59, début des années 60, il y a une vraie catégorisation avec des seconds rôles. C'est les gens comme Pierre Larquet, Noël Roquevert, Pauline Carton, Saturnin Fabre, etc., qui ont une particularité, c'est qu'ils tournent sans arrêt, parce qu'en fait c'est presque un métier de faire des seconds rôles. Ces gens-là tournent en quelques années. Je fais une parenthèse, Pierre Larquet, qui est l'un de ceux qui a le plus tourné, a fait son premier film à 47 ans et il a tourné 250 films. Ce qui aujourd'hui est totalement inimaginable, invraisemblable. C'est-à-dire que les grands second rôles de l'époque faisaient beaucoup plus de films que les stars de l'époque. C'est-à-dire si vous avez un regard quantitatif sur le nombre de films tournés, c'est les seconds rôles qui tournaient beaucoup plus. Et du coup, ils étaient, leur image était tout à fait connue, ils étaient très populaires, et souvent d'ailleurs, même du point de vue matériel, les écarts de rémunération n'étaient pas très importants entre les têtes d'affiche et les autres, et donc il y avait des seconds rôles qui même matériellement avaient un statut qui était comparable à ce qu'on appelait des seconds rôles. Tout ça, à mon avis, c'est totalement, progressivement délité. Il reste effectivement ce qu'on appelle des acteurs bankable, c'est-à-dire des têtes d'affiche qui rapportent de l'argent. Évidemment, parmi eux, il peut y avoir de très grands acteurs, évidemment, pour citer dont le talent, dont le brio est tout à fait incontestable. Mais il y a des tas d'acteurs qui ont un talent aussi manifeste, qui notamment, vous pouvez voir avec des premiers rôles au théâtre, à la télé, etc. Mais encore une fois, l'industrie audiovisuelle est telle que vous misez effectivement, ce qui est logique pour un producteur ou un distributeur ou un diffuseur à la télé, sur des marques, sur des logos. Je veux préciser encore que les gens qu'on invite ici, c'est pour ça que c'est la deuxième ambiguïté, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Dans l'anthologie que je fais, en éliminant déjà beaucoup de gens, j'ai fait 2 tomes, il y a 900 acteurs dans chacun des tomes, et les gens qui sont ici sont parmi les gens les plus connus, les plus reconnus. C'est-à-dire qu'en réalité, si on voulait aller au bout de la logique des seconds rôles, ceux qui sont là ne seraient pas invités. Le livre est là, et d'ailleurs... Ah, tiens, ça tombe bien. Merci. Merci beaucoup. Et donc, si vous voulez, les gens qui sont là sont des gens qui ont un statut, qui sont reconnus, qui font des premiers rôles aussi, parce qu'ils sont d'ailleurs, vous verrez notamment, je ne vais pas tout citer, ça paraît trop de temps,
Mais parmi les films de Dominique Pinon, il y a Roman de Gare, c'est lui qui a le premier rôle, et autour de lui il y a déjà comme Fanny Ardant, etc. Donc, c'est même pas la peine de commenter, c'est évident. Vous allez voir, je sais pas, il est programmé ce soir ou demain, 8h. Philippe a un rôle équivalent à celui de Depardieu, ils sont 4 sur l'affiche. Gérald a multiplié les premiers rôles, des premiers films que j'ai vus de lui, et à ce moment-là on ne se connaissait pas. La Nage indienne, il y a 2 personnages principaux, c'est Karine Viard et Gérard Laroche. Bon, je pourrais multiplier les premiers rôles qu'il a fait. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle 3-8 qui va passer, je crois, où il est le premier rôle. Bon, tout ça ne veut pas donc dire grand-chose sur le plan, encore une fois, des hiérarchies entre les acteurs. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a presque un décalage entre les gens qui sont invités ici et ceux qui seraient vraiment des seconds couteaux. D'ailleurs, ce qu'on appelait les troisièmes couteaux. Puisque à l'époque, être second rôle, c'est déjà un statut enviable. Et pour tous les autres, on parlait de manière générique de troisième couteau. Moi, j'étais par exemple très lié avec un acteur de théâtre formidable qui s'appelait Jean Champion, mais qui jouait le rôle du producteur dans le film de Truffaut sur le cinéma, sur la nuit américaine. Et Jean Champion, qui était beaucoup moins connu que les 4 personnes qui sont là, avait lui-même intégré quand lui disait mais tu es un formidable second rôle. Non, je ne suis pas second rôle, je n'existe pas. Je suis un troisième couteau, je fais du théâtre, de temps en temps on me donne un truc à faire au cinéma. Le problème c'est que si on voulait inviter des gens qui seraient totalement inconnus, le problème c'est que vous ne seriez pas là. Vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a évidemment d'autres catégories d'acteurs, et moi il y a des acteurs que j'aime et que j'admire, mais qui sont totalement inconnus, qui font des seconds rôles à la télé, qui ont des premiers rôles au théâtre. D'ailleurs, je veux saluer dans la salle, je ne sais pas s'il est toujours là, Jean-Yves Michaud, est-ce qu'il est là? Non, il est parti, si. C'est pas pour parler de toi, c'est un formidable acteur de théâtre, c'est pas pour parler de toi, mais de l'acteur qui a joué avec Dominique Pinon et avec Jean-Yves Michaud au théâtre, qui était dans l'opérette imaginaire, son nom m'échappe à l'instant. Valère Novarina. Non, l'auteur, mais l'acteur, qui était dans l'opérette imaginaire, grand... Daniel Schlick. Voilà. Pardon, voyez, moi-même j'ai eu un trou. Est-ce que quelqu'un connaît Daniel Schlick? Daniel Schlick, et donc Dominique a joué avec lui, était un acteur absolument extraordinaire. Un acteur immense, que j'ai vu au théâtre dans des premiers rôles, notamment dans les pièces de Valère Novarina, dont le texte est particulièrement compliqué. Et quand il travaillait au cinéma, il avait un jour une panouille. Et les premiers rôles étaient faits par des gens qui ont été incapables de jouer un grand rôle au théâtre. C'est ça le paradoxe absolu. Et alors c'est une histoire tragique parce que Daniel Schlick a été quand même reconnu au théâtre. Il est rentré à la Comédie Française, il est devenu sociétaire et il est mort à moins de 50 ans. Je pourrais en citer d'autres comme ça. Et hier on a rendu hommage à un acteur, je ne veux pas y revenir, mon introduction va être finie, rassurez-vous, qui s'appelait Yves Afonso, qui était un personnage absolument extraordinaire. Et un jour je l'ai amené au théâtre, voir l'opérette imaginaire, c'était chez Peter Brook. Et le texte de Daniel Schlick était absolument, complètement casse-gueule, parce que dans la même tirade, il devait citer, je ne veux pas exagérer, je ne sais pas, 200 prénoms. C'est Jean-Pierre a quitté Marilyn, Marilyn qui sortait de chez Joseph, Joseph qui venait de boire avec un coup avec, etc. Et ça durait, c'est complètement miraculeux. Et Afonso, qui était lui-même un grand acteur, à la fin de la pièce, il me dit j'arrête le métier, je suis nul, archi nul, ce mec je l'ai jamais vu, je sais même pas qui c'est, et regarde ce qu'il fait, personne ne sait faire ça. Bon, je referme la parenthèse, et pour dire que toutes ces questions-là sont extrêmement difficiles à appréhender, donc on va pas faire un débat théorique. Moi, qui aime les acteurs au point de consacrer tous mes loisirs à toute une série de bouquins, je dis très solennellement que les gens qui sont là sont parmi les gens que j'aime pour des raisons humaines, mais je l'ai dit hier, sont parmi les acteurs que j'admire le plus.
C'est-à-dire que si j'étais en position de produire ou de réaliser des films, ce qui est évidemment beaucoup trop tard pour moi, c'est évidemment avec des gens comme ceux qui m'entourent que je souhaiterais faire ce métier. Alors, je m'arrête, dernier mot. À un moment, j'avais fait une enquête sur la perception des acteurs, notamment de la situation faite par les acteurs, et l'une des personnes qui m'avait le mieux éclairé, une actrice assez connue qui s'appelle Zabou Breitman, qu'on n'invite pas ici parce qu'elle a fait surtout des premiers rôles au cinéma, et c'est pas vraiment quelqu'un qui pourrait être considéré comme second rôle parce qu'elle a fait assez de rôles au cinéma. Et Zabou m'avait expliqué de manière lumineuse un jour comment ça pouvait se passer. Elle me disait elle avait théorisé le truc, il y avait 7 critères pour expliquer la carrière des gens. Et que parmi les 7, il y avait évidemment ce qu'on pourrait appeler au sens large le talent. Il y a des gens qui peuvent avoir plus ou moins de talent au sens de la qualité, mais qu'il y avait des tas d'autres éléments, qu'il y en avait 6 autres. Et dernier élément, parce qu'hier on a parlé entre nous de décoration, etc. Et il se trouve qu'il y a une décoration qui m'a été remise par un grand metteur en scène de théâtre qui a été à la fois à Avignon, à la Comédie Française, qui s'appelait Jacques Lassalle, qui a fait travailler beaucoup d'acteurs, qui a mis en scène Fanny Ardant, Depardieu, Isabelle Huppert, tous les plus grands. Et un jour, je dis à Jacques, toi qui a vu tellement d'acteurs au théâtre, alors là c'était au théâtre, pas au cinéma, mais évidemment c'est le même métier. Et je lui dis, si vraiment tu devais me dire quel est l'acteur finalement qui t'a le plus que tu as le plus aimé, avec qui t'a le plus étonné. Et là il m'a dit, ailleurs je ne pourrais pas le dire, mais comme il me dit, toi tu t'intéresses aux acteurs, tu connais les acteurs, le mec qui m'a le plus étonné, il me dit d'abord quel est le critère, parce qu'il me dit ça être meilleur ou pas meilleur, ça ne veut strictement rien dire, il faut d'abord définir de quels critères parle-t-on, de quoi parle-t-on. Il me dit, mon critère à moi comme metteur en scène, c'est un acteur qui m'étonne tous les soirs. C'est-à-dire qui tous les soirs va faire autre chose que ce qu'il avait fait la veille. Et il me dit par exemple, mais c'est pas méchant, je répète ça, c'est off, hein. Ah oui, non, c'est pas off, merde. Il me dit par exemple avec Isabelle Huppert, qui est une immense actrice, il savait à la minute près, à l'instant près, le geste, le mot. C'est une mécanique admirable, qui est tout à fait respectable, qui explique d'ailleurs l'immense carrière qu'elle fait, mais qui tous les soirs était exactement dans les mêmes tempos. Et l'acteur dont il me dit, voilà, c'est le modèle et qui me sketchait tous les soirs, c'est quelqu'un qui est totalement inconnu du grand public, qui s'appelle Olivier Perrier, que tu connais. Et Olivier Perrier, comme il ne travaille pas assez comme acteur, il est devenu producteur de whisky à côté de Clermont-Ferrand. Bon, je referme la parenthèse. Non, mais je voulais faire cette mise au point en amont, parce que je sais, et en plus ce que je vais dire, c'est pas une offense, c'est un compliment. C'est-à-dire que parmi les 7 critères dont m'avait parlé Zabou, il y a évidemment le goût ou la possibilité ou la personnalité des gens à occuper le terrain dans le relationnel, à parler, à être des hableurs. Et je sais que les 4 personnes qui sont ici, pour lesquelles je l'ai dit hier, je le redis publiquement parce que j'ai passé l'âge de me censurer, sont des gens dont la qualité humaine intrinsèque et pas précisément d'être des hableurs, de parler comme je suis en train de le faire, de se vanter et de se valoriser. C'est-à-dire qu'il y a une forme, et qui pour moi est le cœur même de ce que j'admire, l'humilité fait partie de ce que j'appelle les gens les plus brillants. D'ailleurs, moi j'étais universitaire, et les mecs que j'ai le plus admirés sur notre terrain, c'est-à-dire sur le terrain de l'université, étaient toujours les mecs les plus humbles. Et les mecs les plus grands de gueule étaient souvent les gens les moins intéressants. Pardon, j'ai été 1000 fois trop long, mais je voulais le dire d'abord parce que c'est une forme de remerciement, d'hommage et d'admiration totale aux 4 acteurs qui sont là. Alors maintenant, je ne sais pas si je leur passe la parole pour relever toutes les conneries que j'ai pu proférer. Et je fais tourner, donc... Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Non, tout ce que dit Serge est, oui, absolument juste. Ça n'empêche pas, même si nous ne sommes aucun des quatre des hableurs, que nous avons quand même un ego de comédien, à mon avis. Je crois que ça, tous les comédiens ont ça. On a besoin de ça pour faire ce métier aussi. Bon, voilà, on est venu là un peu pour débattre avec vous, donc la parole est à vous aussi. Je laisse d'abord la parole à Annie, et puis après je vous poserai des questions auxquelles j'aurai le plaisir de répondre. Moi, je vais passer la parole à Manuel, parce que les acteurs ont plus parlé que ce réalisateur talentueux. À toi. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Serge, et sur des motifs et des mots. Les mots portent la pensée et portent une vision du monde. Il y a cette notion de meilleur qui m'insupporte. Et pour moi, il n'y a pas de premier rôle, de second rôle, il y a des interprètes. Et il y a des interprètes qui sont des virtuoses et qui ne portent pas la sensibilité que doit porter un artiste. Aujourd'hui, effectivement, le cinéma est plus qu'une industrie, c'est devenu une tirelire pour certains. Voilà, donc moi je le dis souvent, moi je fais jamais appel à un directeur de casting ou directrice de casting parce que je considère qu'un, par exemple, un peintre n'a pas besoin de quelqu'un pour aller chercher sa peinture. Ou en tout cas, voilà, donc aujourd'hui il y a une série, bon, je ne suis pas aimé des agents, mais je m'en fous, je n'ai pas besoin d'être aimé. J'ai besoin de vivre en cohérence avec ce que je pense et ce que je veux défendre. Voilà, donc il y a une série de gens qui font barrage sur... il y a les producteurs qui sont devenus à 95% que des commerçants, qui ne parlent que de chiffres et de seuils de rentabilité. Et c'est vrai qu'on a basculé vers quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé les Rimbaud du cinéma. C'est pas pour vendre les Rimbaud du cinéma, mais notre charte, c'est est-ce qu'on peut dire que Picasso est meilleur que Léonard de Vinci, que Frida Kahlo est meilleur qu'un autre peintre, est-ce que Mozart est meilleur que Beethoven? Il y a cette notion de meilleur et toutes les récompenses sont basées sur cette notion de meilleur. Et ça, je trouve ça insupportable. Donc il faudrait aussi qu'on réfléchisse à ce qu'on dit et quels sont les mots qu'on emploie, parce que ça fabrique effectivement une vision du monde. Et ça fabrique notre avenir. Voilà, je pourrais aller un peu plus loin, mais je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Je sais que mon ami Gérald a horreur de s'exprimer, non? Je sais. Donc ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est bon. Les gens qui sont ici sont devenus, enfin j'espère ne pas galvauder le mot, j'espère ne pas exagérer, mais c'est des gens pour qui j'ai vraiment de l'admiration et de l'affection, et donc je connais un peu le caractère des uns et des autres. Je sais que Annie n'aime pas non plus s'exprimer en public, je t'aime, et je sais que Gérald a horreur de ça, mais je te pose la parole quand même. Oui. Merci. Merci d'être là. Et... Merci pour tout ce que tu as dit. Et puis je passe le micro. Vous avez raison. Par contre, je sais que Philippe Duquesne adore s'exprimer. Oui, bien sûr. Et voilà. Non, bah, effectivement, tout ce que Serge a dit, je trouve assez juste. Et toujours mettre, comme tu disais aussi, comparer les uns aux autres, les meilleurs, les machins, les premiers, les seconds, et tout ça, c'est... Moi j'ai horreur, on m'a déjà proposé de faire partie de jury, où on donne... j'ai horreur de ça, parce que j'ai horreur de donner des bons points, et bah, toi t'es moins bien, toi t'es meilleur. Je trouve qu'on ne fait pas ce métier-là du tout pour ça. On n'est pas là pour ça, je trouve que... Voilà, moi j'aime bien aimer les acteurs, voir ce que ça dégage. Voilà, ça amène de l'émotion, de la colère, tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est ça que j'aime bien.
Comme l'a dit Dominique, je pense que c'est mieux effectivement que le micro circule et que vous puissiez... Ah, mais il y a le micro, pardon. Qu'on puisse dialoguer. Parlez bien dans le micro, parce que je tiens à rappeler que l'émission est enregistrée pour la radio. N'est-ce pas, Paulina? Bonjour la radio. Alors on avait une question à vous poser, qui j'espère ne sera pas trop large. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour choisir les films dans lesquels on vous propose de jouer? C'est quoi vos critères? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous êtes attiré par un projet et pas par l'autre? Donc une question que je pose pour votre statut aujourd'hui, comment vous faites aujourd'hui, et aussi que j'ai envie de comparer à rétrospectivement à vos débuts. Donc hier on a vu des films où Dominique Pinon a joué il y a une trentaine d'années, et peut-être que ce rapport-là, l'attirance que vous pouvez avoir pour certains projets a changé depuis le temps. Donc quelle était-elle et quelle est-elle aujourd'hui? Voilà, en espérant que ce ne soit pas trop large. Merci. C'est à toi, Dominique. Choisir est un bien grand mot. On n'a pas souvent le choix. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des choses qu'on m'a présentées qui étaient très bien, et je ne me suis pas posé la question, mais j'ai pas eu souvent le choix entre 10 scénarios. Non, on n'a pas le choix. Il y a des choses qui se présentent. Alors des fois, c'est dur de choisir parce que, étant faisant du théâtre aussi, quand on s'implique sur un projet de théâtre, c'est pour une certaine période de temps. Donc on sait que on va être un peu bloqué et que si on nous présente un scénario de cinéma ou de la télé, on ne pourra pas le faire. Mais choix, non, il n'y a pas... Je ne vois pas... C'est toujours... Il y a 30 ans, c'était pareil. Moi, il y a 30 ans, évidemment, il y avait un... Moi, à chaque fois que je recevais un scénario qu'on me proposait, mais j'étais heureux comme un... Je veux dire, je me sentais mais vraiment choisi, privilégié. Voilà, je me souviens qu'on m'a présenté le scénario de Satisène, mais c'est une merveille. À chaque fois, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau, quoi. Mais dire qu'on choisit entre 15 scénarios, non. Voilà, on a la chance. Puis j'ai fait, il y a des trucs que j'ai fait, bon. On a tous connu des périodes un peu disettes où bon, voilà, on prend ce qui vient, et puis voilà. C'est comme ça. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Personnellement, je n'ai jamais le choix, je crois. Et alors je vais parler d'argent, il faut que je gagne ma vie, il a fallu que je la gagne. Et puis de temps en temps, je tombe sur des scénarios avec mon second ou mon troisième rôle, mon grand couteau, mon canif. Je le fais parce que c'est bien écrit, parce qu'il y a aussi le scénario, parce qu'il y a un réalisateur, parce qu'il y a un ensemble de choses. Voilà, comme venir ici, c'est super, ça me plaît beaucoup. Et pareil pour un scénario ou une télé. Et puis je refuse, même si je dois gagner ma vie, j'ai des limites. Voilà, je refuse des choses qui me tombent des mains et où je ne pourrais pas. Je veux bien faire des choses qui ne sont pas forcément de mon goût, mais j'ai vraiment des limites parce que je ne veux pas me perdre. Et on a l'occasion de se perdre suffisamment, donc je fais gaffe de remonter sur le bon chemin. Je fais le maximum. Oui, donc je parlais des agents. C'est vrai que c'est important pour les acteurs parce que l'agent vend les comédiens auprès des producteurs et des réalisateurs. Donc cette notion de marchandise, elle est là. Et plus que jamais. Moi, je suis un peu atypique puisque j'ai refusé de faire de la publicité, j'ai refusé de faire la télévision. Voilà, donc je suis pas représentatif de la profession. J'ai eu la chance, on a débuté au cinéma en faisant du montage, donc dans les plus grands studios, Studio Billancourt, avec la chef monteuse de François Truffaut. Moi, je suis intéressé par l'écriture. L'écriture, c'est le scénario, c'est ce qu'ont donné les acteurs, ce que j'appelle les interprètes. Je trouve que c'est le plus beau mot, interpréter. Pour moi, les acteurs sont des instruments de musique et ce sont aussi les joueurs, c'est ceux qui vont se servir de leur corps, de leur vie, etc. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Et les produits industriels,
me présente, et il y a des acteurs bankable, souvent de très mauvais acteurs. Je ne donnerai pas de nom parce que je n'ai pas envie de descendre qui que ce soit. Je suis parfois atterré par la médiocrité des interprétations de ces gens qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Non, c'est à toi. Moi, j'ai pas trop le choix non plus parce que j'ai la chance de travailler avec des gens qui m'aiment bien, donc ils m'appellent, donc obligatoirement je ne peux pas refuser, parce que j'adore travailler avec eux, et les autres ils ne m'appellent pas. Donc voilà. Donc je vais passer une coiffure. Non, voilà, je crois que tout a été dit. Maintenant, non, mais c'est vrai. Et puis bon, sur l'évolution des éventuels choix, tout ça, mais il y a aussi l'évolution de la vie, ce qui fait qu'on ne propose pas la même chose il y a 30 ans que maintenant, quoi. On a pris un petit coup de vieux aussi. Ça dépend. Enfin voilà. Effectivement, on ne choisit pas toujours. Quand on peut, c'est mieux. Et puis, je suis un peu comme Annie, c'est-à-dire que des fois, on reçoit aussi des choses, c'est pas possible. On se dit, non, c'est vraiment trop mal écrit, ce que ça raconte, ça n'a aucun intérêt. Même quand on est limite financièrement, non. Voilà, on fait comme on peut. Gérald, je vais poser une question, puisque il y a beaucoup de voyageurs pour nous rejoindre, donc on va profiter de votre présence. Je comprends que ça vous rendait heureux. Non, alors vous avez beaucoup tourné dans des polars. Est-ce que c'est un genre qui est un de vos genres de prédilection, par exemple? Oui, j'adore. J'adore les polars. J'adore jouer les méchants. J'adore tout ça, donc c'est une chance de pouvoir le faire. Mais d'un autre côté, j'ai toujours rêvé de faire une comédie. Et alors je ne sais pas si c'est le côté français, mais quand tu es dans une catégorie de méchants, on t'appellera jamais pour jouer comme Et Philippe, tu as beaucoup joué avec, pour Jean-Pierre Jeunet et surtout, non. Et surtout Albert Dupontel, pardon, je confonds. T'as pas joué pour Albert Dupontel dans plusieurs films? Ah si, Jean-Pierre Jeunet. J'ai fait le Continent de fiançailles. Dans un film, pardon, mais j'ai confondu avec Albert Dupontel. Albert Dupontel, tu as écrit une relation, il y a une relation particulière avec lui. Mais oui, c'est assez étonnant, il m'aime bien. Alors, il me dit, voilà, j'aime bien que tu sois dans mon film, ça me porte chance. Bon, apparemment pas tout le temps. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, j'aime beaucoup son univers. Il a vraiment son univers, et qui est assez gonflé, assez déjanté. J'aime bien. Savez-vous que Philippe joue dans le dernier Albert Dupontel? Il est complètement méconnaissable. Vous savez quel rôle il interprète dans Second Tour? Oui, un gars du net là. Oui, vas-y, je sais plus si c'est un webmaster ou non, c'est le Dark Web. Non, je vais vous dire, quand j'ai reçu le scénario, on me dit, le nom de mon personnage c'était Hacker Gluant. Voilà, Hacker. Ça fait rêver. Une question? Oui. Alors bonjour à tous, moi je me posais une petite question, sur votre première fois. Cinématographique, on va pas faire de débordement. C'est une chance ou une opportunité que vous avez saisie ou que vous êtes allé chercher? Comment ça s'est passé, cette première fois, ce premier pas vers le cinéma? Ben, moi, c'était par... j'étais dans une école de théâtre et voilà, j'avais une relation, un ami plus âgé que moi, qui connaissait des comédiens et tout ça. Il me dit, ah bah tiens, j'ai un ami qui s'appelait Jean-Pierre Sentier, qui fait un film et il cherche des figurants. Je suis sûr que vous allez vous entendre. Et donc il a parlé de moi à Jean-Pierre Sentier pour un film qui s'appelait Le Coup Suprême, qui se passait sur une péniche. Et mon premier film, ça a été
de faire de la figuration, de découvrir le fonctionnement d'un film. Et puis de connaître Jean-Pierre Sancy, qui était un super comédien, un très bon réalisateur, enfin quelqu'un de formidable, vraiment. Et puis, voilà, ça a été ma première expérience. J'ai appris beaucoup parce que j'avais un figurant à côté de moi, et jeune et tout ça, mais qui avait déjà fait pas mal de figurations. Et il m'avait donné un très bon conseil. Il me dit, tu vas voir, il ne faut pas regarder la caméra, hein, déjà. D'accord, merci. Et par contre, quand elle va passer devant toi, tu vas la sentir, et à ce moment-là, tu fais... Merci du renseignement. Voilà, ta première fois. Moi aussi, j'étais un petit cours de théâtre, et puis il y avait un acteur qui était à côté de moi qui s'appelle Xavier Duringer, qui m'a dit, je vais t'écrire une pièce de théâtre, et puis après on fera un film. C'est ce qu'il a fait, on a fait une première pièce de théâtre. J'ai eu la chance qu'il y ait des directeurs de casting qui sont venus la voir, et ils ont décidé de produire un film qui était La Nage indienne, premier film avec Karine Viard. Voilà, c'est de la chance. J'en profite pour saluer la présence dans la salle d'un des frères de Xavier Duringer, qui est un chef décorateur au cinéma et qui vit dans le Tarn. Il est parmi nous, voilà. Alors, la première fois, il s'appelait Monsieur Le Terrier. C'était une tranche de vie et c'était plusieurs scénettes comme ça. Et j'avais une scène très sympa. Je devais faire une journaliste de FR3. Et c'était avec Galabru. J'étais très intimidée. Et j'ai eu honte parce que j'ai eu 4 fous rires parce qu'il en faisait des tonnes et des tonnes et des bonnes tonnes. Parce que c'est un monsieur qui en faisait des tonnes, mais il était formidable. Et j'avais honte parce que c'était mon premier tournage et on était obligé de me remaquiller. Je n'ai pas tenu devant lui. Et quand il voyait ça, il disait « Ah, j'aime le public ». Alors il n'en c'est pas des c'est un très très bon souvenir où j'ai eu très peur, mais beaucoup de plaisir. Moi, ma toute première fois, ça s'est fait par intermédiaire, moi aussi, de cours de théâtre. J'étais au cours Simon, je sais plus, 79, je sais ça. Et ça s'est fait par oui-dire, c'est-à-dire que c'est vraiment la toute première fois, c'est pour un court-métrage. J'aime bien parler de ce court-métrage, un court-métrage de Arthur Joffé, et qui s'appelait La Découverte. Et en fait, ça s'est fait, j'étais au cours, donc j'avais des camarades de cours, etc. Et puis j'avais un de mes camarades de cours qui était dans un restaurant derrière le cimetière Montparnasse et qui parlait avec quelqu'un, et puis ils en sont amenés de parler de théâtre, et puis de moi. Et puis à côté, il y avait, enfin on me l'a raconté après, enfin c'est Arthur Joffé qui m'a raconté. Et Arthur Joffé était à 2 tables tout seul et il avait une oreille qui traînait. Il préparait ce court-métrage. Il venait de sortir de l'IDEC, ça s'appelait l'IDEC à l'époque. Et il cherchait à faire son premier court-métrage et puis il cherchait un acteur principal pour être truc. Et donc il avait l'oreille qui traînait et puis au bout d'un moment il a dit mais c'est qui là le gars dont vous parlez là? Alors il a dit mon nom et voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelait La Découverte, qui était un très très beau court-métrage en noir et blanc, et que j'ai fait mon premier voyage professionnel, parce que c'était de petits moyens, une toute petite équipe. Donc on avait tourné à Paris, et puis il y avait la scène finale qui devait se passer à New York. Et donc, pour mon première expérience professionnelle, voilà, je peux dire que j'ai été tourné pour tourner une journée à New York en comité extrêmement réduit. Il y avait moi, le réalisateur et le chef opérateur. Comme c'était un film, il n'y avait pas d'ingénieur du son. Donc, voilà, et j'en garde toujours un merveilleux souvenir. Moi, j'ai une question pour Manuel Sanchez. Vous parliez tout à l'heure de l'industrie du cinéma. Oui. Selon vous, comment vous faites pour lutter contre cette industrie, ne serait-ce que par le choix de vos acteurs, par des lieux de réalisation, ou par des scénarios? Comment on arrive à lutter quand même face à cette grosse industrie cinématographique? Je ne lutte pas contre, je vis autrement. Voilà, donc mon père appartenait à un groupe de guérilla en Espagne.
je fais un peu de guérilla culturelle, tout simplement, modestement, dans mon coin. Voilà, j'ai repris l'héritage de quelques résistants. Et que je crois que plus que jamais, il faut organiser cette résistance qui est en train de nous transformer en robots. Et tout le monde commence à penser la même chose, mange la même chose, voit les mêmes choses. Donc je ne lutte pas contre, je porte la parole. J'ai créé effectivement aussi les Rimbaud du cinéma pour à la fois honorer tu parles d'Arthur Joffé, on a remis l'année dernière un Rimbaud d'honneur à Arthur Joffé, parce qu'après avoir fait la découverte, il a fait un très beau court-métrage qui s'appelle Merlin, ou la soif de l'or, qui a eu, je crois, la Palme d'or du court-métrage. Voilà. Et puis, j'ai aussi créé une petite société de production et de distribution de films indépendants pour sortir de l'invisibilité un certain nombre d'auteurs. Et voilà, donc c'est ma manière de lutter, pas contre, mais pour quelque chose. Modestement, mais avec détermination. Moi, ma question, c'est par rapport à ce que Serge a dit tout à l'heure, quant au fait que les acteurs de cinéma, c'est la même chose que les acteurs de théâtre. Et je voulais savoir, vous êtes tous, et la plupart des acteurs qui viennent ici nous rejoindre pour le festival, sont quasiment tous des acteurs de théâtre. Et je voulais savoir comment vous viviez le cinéma par rapport au théâtre et vice-versa. Votre métier, votre envie était plus attirée vers le théâtre que vers le cinéma. Voilà. C'est une question ouverte. Moi, j'ai fait beaucoup plus de théâtre. C'est ma vie, l'artiste. Je suis une comédienne, actrice, pas beaucoup. Mais en vieillissant, c'est vrai que j'ai pris confiance en moi, je suis plus détendue, j'aimerais tourner davantage, des personnages qui me plaisent. Enfin voilà, j'ai toujours le rêve de continuer mon métier et je rêve donc de faire du cinéma, mais de tourner, voilà, sur la télé d'ailleurs, de tourner. Une autre façon d'aborder le métier, parce que le théâtre c'est chouette, c'est dur, c'est difficile et c'est passionnant. Moi, j'ai jamais fait beaucoup la différence. Moi, je fais ce métier parce que quand j'étais ado, j'en rêvais que mes premiers souvenirs étaient à la fois d'émotion, étaient à la fois au théâtre et au cinéma. Voilà, la première fois que je suis allé au théâtre, c'était notre prof de français qui nous avait emmené voir, fin de partie de Beckett à la Maison de la Culture d'Amiens. Et ça m'avait complètement scotché. Je me dis, tiens, il y a une autre vie possible. Et puis, évidemment, ce qui m'a fait rêver aussi, c'était Belmondo, c'était les films d'action, tout ça. Voilà, j'avais envie de ça. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir fait parallèlement, mais sans le chercher, c'est-à-dire que les demandes, les circonstances ont fait que j'ai pu faire beaucoup de théâtre. Il y a eu des périodes où j'aurais peut-être eu plus envie de faire plus de cinéma, mais bon, toujours pareil, hein, c'est un métier où il faut qu'on nous désire, donc voilà, mais en gros, ça va. Le théâtre. C'est une question difficile, mais en fait, le théâtre, moi j'ai arrêté il y a 15 ans, 12 ans, parce que j'étais obligé de boire beaucoup avant de monter sur scène. J'avais tellement peur, tellement de craque, que je ne pouvais pas rester à jeun. Donc tous les soirs, à un moment, et en plus j'ai fait ça qu'avec Xavier Duringer. J'avais aussi peur de rencontrer d'autres metteurs en scène de théâtre. Tandis qu'au cinéma, il y a un côté qui est plus facile. Une fois que c'est fait, c'est fini. On n'a pas à revenir. Tandis que le théâtre, on revient tout le temps dessus. La pièce est terminée, le lendemain, on sait qu'on va rejouer. Et ça sera différent. C'est un autre exercice. Et pour moi, c'était beaucoup plus difficile. Mais maintenant, j'aimerais bien refaire du théâtre aussi. Moi, en fait, quand j'étais petit, j'étais très fasciné par le cinéma.
Et donc très vite j'ai voulu être acteur. Et je me suis dit que pour l'être, il fallait peut-être commencer par le théâtre, hein, quelque chose qui soit accessible. Il y avait une petite troupe dans ma petite ville, donc je suis allé là. Donc j'ai commencé par le théâtre, et là j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Et finalement le théâtre m'a plus attiré que les tournages, et puis de toute façon j'avais pas le choix. Et vraiment le théâtre m'a passionné, et j'en ai fait pendant 15 ans, quasiment que ça, parce que j'étais dans une compagnie qui tournait énormément. Donc j'ai commencé à faire des tournages plutôt tard. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Alors je pourrais pas dire si je préfère autant le... Moi, en fait, ce qui m'amuse, c'est d'alterner. Mais c'est très difficile parce que, effectivement, c'est pas les mêmes durées. Le théâtre, si on s'engage au théâtre, on s'engage pour, disons, 6 mois, le temps de répéter, de tourner un peu et tout ça, au moins. Et alors que le cinéma, bon, on va tourner 15 jours, ou allez, si on a un très beau rôle, on va tourner 30 jours. Mais bon, le temps est beaucoup plus réduit, donc c'est difficile. Maintenant, quand je fais moins de théâtre, je choisis plus, par contre. Il faut vraiment que ce soit un projet que j'ai envie de faire. Et puis comme ça, sinon je fais des tournages, voilà. Et j'alterne comme ça, quoi. Enfin, j'essaye, comme je peux. Voilà. Vous jouez dans des séries télévisées? Question des séries. Oui, moi je fais un peu de scène de ménage. J'ai un peu de La Petite Histoire de France. Voilà. Voilà, c'est marrant. C'est des tournages, c'est des choses comme ça, épisodiques, et qui sont très agréables à faire, parce qu'on retrouve des camarades et tout ça. C'est plaisant, et voilà. Une question, oui, qui s'adressera aux beaux talents qui sont présents aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un rôle particulier qui vous a marqué? Dominique a parlé de Délicatessen. Est-ce que chacun d'entre vous a un rôle particulier qui vous a marqué? Moi, oui, c'est justement un rôle à contre-emploi, donc particulier. Un film d'Andrei Konchalovsky, où je devais faire un collabo. Voilà, donc c'est un rôle très sympathique. Voilà, oui, il interrogeait une prisonnière russe, et il aimait bien aussi ses cuisses, alors il pouvait être plus gentil avec elle, il offrait du très bon vin. C'est un rôle qui m'a marqué, surtout ce film se tournait à Nuremberg. Et, Paradise. Ça se tournait à Nuremberg, et puis dans une espèce de château gothique. Et toute la journée avec des soldats donc, allemands, des gens qui parlent allemand, avec... même si on sait que c'est pour de faux, ça fait drôle. Voilà. Comme les Allemands. Moi, c'était J'irai au paradis car l'enfer est ici. C'est le premier film de Duringer, le deuxième. Et parce que bon, c'est un voyou et j'adore les voyous. Voilà. Est-ce que quelqu'un a vu J'irai au paradis car l'enfer est ici, qui vient de citer, qui pour moi est un des meilleurs polars que j'ai jamais vu. C'est un film formidable. Alors, je ne veux pas plomber la soirée, mais un des premiers rôles est un acteur formidable, qui est un acteur totalement incandescent, et qui a fait quelques premiers rôles à la télé surtout, et qui est l'un des premiers rôles avec Gérald de J'irai au paradis car l'enfer est ici, et qui à 50 ans s'est suicidé parce qu'il n'avait plus de boulot et qu'il n'était pas reconnu par la profession. Et je dis ça, c'est pas du tout pour mettre du pathos, mais quand j'ai travaillé sur ce bouquin, j'ai vu que ce n'était pas un cas isolé. Et donc, Dominique l'évoquait tout à l'heure, parce qu'en fait,
être acteur, pardon, moi je suis pas, je me mêle de ce que je connais moins bien qu'eux. C'est pas simplement un travail, c'est une condition. C'est une condition, c'est une façon d'être. Et il parlait de l'ego tout à l'heure. Quand vous n'êtes pas du tout reconnu, que vous êtes ignoré par la profession, c'est abominable. Voilà. Pardon. Non, mais je rejoins effectivement. Il y a dans ce système un système d'humiliation et c'est la pire des choses. D'ailleurs, cette façon de hiérarchiser les qualités des acteurs ou des réalisateurs, voilà, ça plombe quand même. C'est une condition humaine difficile, effectivement, puisque vous vous exposez plus que n'importe qui, puisqu'on vous voit physiquement, on vous entend, on vous aime, on vous déteste. Ouais. Alors moi, le personnage, parce que je parle de personnage à interpréter, tu m'écoutes, Serge, s'il te plaît? Tu m'écoutes, merci. Donc, le personnage que j'ai aimé interpréter, c'était un Maigret, à Prague, avec Bruno Kremer. Et parce que j'ai eu le temps, parce que j'étais en binôme avec lui, j'avais un très long et beau personnage avec lui. J'avais peur, bien sûr, parce que lui, il avait fait 52 épisodes. Je fais, dans quel état je vais le trouver? Il a été formidable. On s'est très bien entendu. J'ai très flatté. Et j'ai eu surtout, quand je parle de personnage, le temps de développer, de travailler mon personnage, de ne pas avoir un truc qui passe, qui fait des clins d'œil, des flashs. C'est la première fois que je le dis, je pense que j'étais pas mal du tout. Et j'ai pu le construire, je me suis amusé dedans, c'était super. Voilà, c'est un souvenir de télé et qui était très chouette. Oui. Oui, bah, vous parliez de délicatessen, oui, bien sûr. Parce que, disons que ça faisait 10 ans que je faisais ce métier et que j'étais un peu, comme disait Gérald, un peu typecasté, parce que mon premier long métrage c'était Diva, auquel j'incarnais un tueur psychopathe, oui, skinhead, enfin il y avait tout pour plaire. Et puis Délicatessen est venu comme un magnifique cadeau là, pour jouer ce clown, prince charmant. Voilà. Sinon, si vous parlez de marquer, sens de marquer, j'ai joué une fois un film de ça va me revenir, pardon, excusez-moi, ça va me revenir. Un film qui s'appelait La Cavale des Fous, avec Pierre Richard et Michel Piccoli. Marco Pico, voilà. Pardon. Voilà, Marco Pico. Vous connaissez le mieux les acteurs. Oui, oui. Et donc, je devais jouer une espèce de road movie avec Piccoli et Jacques Richard qui devait rejoindre, je ne me rappelle plus l'histoire du film, en gros, Pierre Richard. Et à un moment, il y avait un personnage qui s'introduisait dans leur voiture, qui découvrait au dernier moment, qui était fou, qui s'était échappé d'un asile. Personnage muet, un peu psychopathe, qui était comme ça, qui se trimballait pendant tout le voyage. Et il y a une scène que je redoutais, qui était que, à un moment, il y avait une scène de groupe où je devais jouer ce personnage comme ça avec des vrais personnages, enfin avec des vrais quoi. C'était très délicat parce que c'était, je veux dire, j'avais peur d'avoir l'impression que je me moquais d'eux quoi. Mais ça avait été très bien fait, très bien préparé. Ils avaient été très bien préparés par l'équipe. On leur avait parlé du tournage, de ce que c'était qu'un tournage, etc. Et j'ai passé vraiment une journée délicieuse avec eux. C'était vraiment merveilleux. Alors que je redoutais ce moment, mais voilà. Alors, non, c'est bon. Vraiment? Ah oui. Donc, dans tous les travaux complémentaires, donc vous faites du théâtre, vous faites du cinéma, bon, des séries, et est-ce que vous faites des doublages de voix, des créations, qui est la palette complète autour du cinéma? Et une deuxième question à la foulée, chacun vous êtes né dans un endroit, oui, même moi, et comment, depuis la province ou pas d'ailleurs, vous avez accédé à votre métier? Est-ce que c'était plus ou moins facile ou pas? Et est-ce que ça représente un moment par rapport à l'histoire de France du cinéma, par rapport à vos possibilités, vos carrières? La première question, c'est sur le doublage. Ouais, voilà, bonne réponse.
Sur le doublage. Doublage, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait une fois dans un film italien. Italien, pas plus. Nanni Moretti. Nanni Moretti, voilà, dans La Chambre du Fils. C'était un très beau personnage d'ailleurs. Et puis sinon, non, j'ai pas fait beaucoup de. Je fais beaucoup d'enregistrements de livres. Ah oui, livre audio. Hein, livre audio. Oui, voilà, ouais, je fais beaucoup ça et j'adore ça, parce que c'est vraiment, il n'y a aucun stress là-dessus. Puis on a le livre là, puis on lit. En général, c'est des ouvrages que j'ai lus avant, donc que j'aime, et ça c'est un vrai bonheur. Sinon, c'est bien d'avoir. Puis maintenant, il y a les podcasts aussi, maintenant, il y a des choses nouvelles. Voilà, moi j'adore faire tout. Moi, évidemment, je ne fais pas de doublage parce qu'avec mon accent, je serais repérable. Et si je double une actrice américaine, ça va aller une fois, mais après on y tient. Pour la Grégorio, une actrice allemande, c'est un achement. Moi non plus, je ne fais pas de doublage parce que j'y arrive pas. Déjà, quand je dois doubler des films dans lesquels je suis, on me prévoit le double de temps par rapport aux autres acteurs. C'est vrai, non, oui, c'est super compliqué. Parce qu'il y a une ligne qui passe, on doit lire comme ça, on doit jouer, mais on n'est pas habillé pour jouer, on n'a pas de costume, on n'a rien du tout, donc on a l'air con. Enfin, moi, j'y arrive pas. Quoi. Oui, on fait tout ça, se doubler soi-même. Effectivement, c'est un exercice, on est plus ou moins doué. Bon, voilà. Et moi, ça m'est arrivé une fois de créer c'était pour un dessin animé où je faisais une vache. Je crois bien. Voilà. Un dessin animé qui n'est jamais sorti, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Sinon, pour répondre à votre deuxième question, moi, je suis né à Béthune. Voilà, j'ai commencé le théâtre à 15 ans. Après le bac, je suis allé à Paris à 18 ans. J'ai fait une école de théâtre. Et puis, très vite, j'ai rencontré Jérôme Deschamps avec qui j'ai commencé à travailler. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Moi, je suis né à Paris, donc j'ai fait aussi une petite école de théâtre. J'ai rencontré Duranger, comme je l'ai expliqué. Et voilà, c'est parti comme ça. C'était par hasard dans le sud-ouest, à côté d'Agen. J'ai rencontré Roger Louvet qui avait une compagnie, je ne sais pas, et puis voilà, il m'a parlé, et puis il me trouvait excentrique. Donc il m'a proposé d'entrer dans sa compagnie, ça a été le plus beau jour de ma vie. Je ne savais rien de théâtre, il m'a fait jouer, j'avais jamais pris de cours, donc je débordais de partout évidemment, parce que j'ai ce qu'on appelle une nature avec ses qualités, mais ses gros défauts. Et donc voilà, j'ai bossé avec lui, et ce jour-là j'avais réussi, et après, je suis allé à Paris, et tout ce qui m'est arrivé après, c'est des petites cerises sur le gâteau, mais j'avais réussi déjà. Donc c'était super. Et ben moi j'ai commencé un peu tard parce que bien que voilà, j'ai eu le flash en allant au théâtre quand j'étais ado, j'avais jamais osé franchir le cours un cours de théâtre là où j'étais, truc. Et j'ai laissé traîner le truc, bon j'ai fait passer mon bac, après je savais pas quoi faire, j'ai été sélectionné pour aller passer 1 an aux États-Unis dans une famille pendant 1 an, donc voilà, je suis parti là-bas. Et puis après, quand je suis revenu, je ne faisais toujours pas, j'ai fait un peu des études de lettres, enfin j'ai poursuivi sans jamais les rattraper quelques études de lettres. Et puis un jour, quand je suis arrivé à 23 ans, on me dit, mon gars, il va falloir peut-être faire quelque chose de ta vie. Donc j'étais à Poitiers à l'époque, et puis voilà, j'ai pas été à un examen de partiel, et au lieu de l'examen de partiel, je suis allé à Paris, et puis voilà, j'avais entendu parler du Coursier, je suis au Coursier. C'est comme ça. C'est bon, c'est bon. Oui, bonjour. J'avais une petite question sur votre métier d'acteur. Qu'est-ce qui est le plus difficile, entre guillemets, dans le métier? C'est soit d'être acteur au cinéma avec un peu plus de temps pour créer son personnage, ou des séries ou des publicités que vous auriez pu faire?
le théâtre, vous avez beaucoup plus de temps pour travailler votre rôle ou pour le mettre en place au fur et à mesure des pièces, mais pour des séries ou des publicités, c'est, je suppose, peut-être très court à mettre en place. Et comment, qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce qui est le plus dur? Pour parler, puisqu'on parle des seconds rôles et qu'on ait des seconds rôles, le plus dur pour moi, que ce soit dans n'importe quoi, c'est de débarquer sur un tournage, d'avoir juste une journée ou 2 journées de tournage et de débarquer avec une équipe qui est là, qui se connaissent depuis, qui viennent de tourner et tout. Ça, c'est difficile. Enfin, moi, bon, maintenant, bon, avec un peu d'expérience, ça va mieux, mais quand on débute, c'est vraiment, voilà, c'est comme, c'est pas pression, comme un poisson hors de l'eau, un peu. Pour moi, ça, c'était très difficile. Je pense la même chose. C'est vrai que quand on débute, qu'on a une phrase, qu'on arrive sur un téléfilm, un film, que toute l'équipe se connaît, c'est plutôt personne nous présente, il n'y a pas de lien et il faut rentrer de suite dans le manège qui tourne à fond, donc il ne faut pas se casser la gueule, il faut être performant de suite, efficace, et c'est douloureux. Franchement, c'est douloureux. Après, bien sûr, c'est le théâtre au niveau boulot, on a le temps de répéter, on répète, ça reste à faire, mais on répète, on répète. Le cinéma, il y a aussi des temps de répétition. Les séries, ça va très 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 vite, là c'est plus inconfortable. Et la pub, c'est pas mon métier, je fais, mais c'est difficile. Alors là, c'est une journée par exemple, et là on est très, très cloisonné, on ne peut pas déborder, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est du jeu. Pardon. Les séries, c'est un exercice parce que c'est beaucoup plus rapide que le cinéma. Le cinéma, c'est beaucoup plus confortable, il y a plus de moyens, on a plus de temps. Et par rapport au théâtre, comme je racontais tout à l'heure que j'ai besoin de boire pour jouer au théâtre, mais il y a un public qui nous soutient, tandis qu'au cinéma, il y a les techniciens. Et des fois, ils sont pas... Dès les premiers jours, ils regardent comment tu joues, si tu sais bien ton texte, tout ça. Tu es plus jugé au cinéma, en fait, qu'au théâtre. Parce qu'au théâtre, les gens viennent pour regarder un spectacle. Moi, je dirais que, bon, effectivement, que ce soit théâtre, téléfilm, c'est différent, l'exercice est un peu différent à chaque fois, mais à chaque fois, moi, j'aime bien. Voilà. Non, moi, ce qui est difficile pour moi, c'est quand, effectivement, les premières fois où on a une journée avec une équipe qui se connaît par cœur, il y a déjà des complicités partout, et nous, on arrive là, ça, c'est très dur. Mais sinon, non, ce qui est dur pour moi, c'est que des fois, je ne comprends pas très bien, par exemple, le réalisateur, ou la façon dont un réalisateur peut diriger, c'est-à-dire quasiment nul, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Il vaut mieux me laisser faire, quoi. Et je trouve que des fois, enfin pour moi, je peux avoir du mal dans ces conditions-là. Peut-être, Manuel, peut-être ton rapport avec les acteurs, comment tu as choisi les castings, surtout du premier film, parce que dans le premier film de Manuel Les Arcadiers, peut-être certains l'ont vu, c'est la séance d'ouverture hier, il y a des gens qui aujourd'hui ont été considérés, sont des vedettes, entre guillemets, je pense à Géraldine Pellas, et puis des acteurs qui sont beaucoup moins connus, ou moins reconnus, comme Charles Schneider. Et moi qui aime les acteurs, je ne vois pas de différence de qualité entre les uns et les autres, mais c'est intéressant sur comment toi tu as procédé pour choisir tel ou tel, et ensuite comment ça se passe sur le plateau avec les acteurs que tu as dirigés, quel type de metteur en scène es-tu? Je ne sais pas quel type, je peux simplement raconter l'histoire, c'est-à-dire que j'avais fait des courts-métrages qui avaient été remarqués, et j'avais travaillé à une écriture avec Ettore Scola, qui n'a pas abouti. Ensuite, Alain Roca, qui était un producteur qui était un découvreur de cinéastes à l'époque,
a su que j'étais libre et il m'a dit voilà, je te donne carte blanche à la fois pour l'équipe technique et pour les acteurs. Ce qui est aujourd'hui quasiment impossible, c'est-à-dire que la discussion se fait entre le producteur, le distributeur, les investisseurs, etc. Moi, j'ai eu la chance de choisir l'équipe technique que je voulais, les acteurs que je voulais. Et comme je connaissais les uns et les autres, à l'exception de Géraldine Bellas, on dit Payas ici, je crois, Bellas, en fait, là, j'avais fait faire des essais parce que je n'arrivais pas à trouver cette comédienne qui devait avoir un rôle un peu particulier. Et je cherchais plus une icône qu'une actrice. Et ce qui est difficile à faire accepter à une actrice qui veut jouer. Voilà, donc elle était un peu déroutée par le fait que je lui disais rien en termes de jeu puisque je ne voulais pas qu'elle joue. C'était un élément surnaturel et qui devait être en décalage avec mes 3 autres comédiens. Voilà, donc moi je crois que d'abord je choisis mes comédiens. Je ne les choisis pas en fonction de la bourse, de la valeur en bourse du moment des comédiens. Voilà, donc Dominique me connaît mieux, mais en tout cas bon, on se connaît, il sait très bien ce que je veux, dans la mesure où j'écris. Donc c'est déjà dans l'écrit des personnages, et il suffit effectivement quand il y a un grand mythe de la direction d'acteur. Déjà, c'est pourquoi on choisit tel ou tel acteur. Il y a le feeling aussi, c'est une histoire d'amour aussi, enfin au sens humain du terme. C'est-à-dire qu'on s'aime, et quand on s'aime, on a envie de donner quelque chose. Et c'est tout, c'est aussi basique que ça. Est-ce que vous dirigez, enfin oui, aujourd'hui on gère tout, on gère sa vie amoureuse, etc. Mais l'idée c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe en termes d'humanité ou pas, et comme je ne suis pas en train de fabriquer un produit, mais un film qui porte ce que je veux faire ressentir au public, ben voilà, ça me paraît simple. Les acteurs ne sont pas des abrutis, quoi. Je veux dire qu'a priori, il y a une intelligence de la lecture, il y a une intelligence de l'humain, et s'il n'y a pas ça, ben, je ne les prends pas, quoi. Enfin, je ne les prends pas, je veux dire, voilà. Peut-être Dominique qui... La question, c'est comment on aborde les... Ah, non. Ah bah oui, moi je suis pas réalisateur, je suis pas... Non, mais lui... Ah oui, nous on se connaissait pas tellement, on s'était rencontrés au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, faisais partie du jury, et puis j'avais vraiment beaucoup aimé son court-métrage, on s'est rencontrés là, mais on ne se connaissait pas, et quand il m'a appelé pour dire qu'il tournait avec moi, et je me souviens d'avoir passé des essais, tu te rappelles, on avait fait la scène de la voiture, on était chez toi, tu avais mis 4 chaises pour faire la voiture, et puis moi j'avais une assiette pour faire le volant, et on avait... tu te rappelles de ça? Voilà, non, je crois que la direction, oui, c'est un grand mot, la direction d'acteur, je crois que c'est une affaire de confiance. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance, et si nous on sent ça, on a envie de lui faire confiance aussi. Oui, c'est ça, voilà. Plus que des trucs de technique. Voilà. Mais c'est aussi important d'avoir un acteur qui sache, quand même, qui sache où il met sa caméra, machin. On ne sent pas. Le plus difficile, c'est quand il n'y a pas de direction, et des fois, quand même. Là, c'était un peu dans la mouise. Alors, leur tourne, on va prendre il y a encore 3 questions, puis peut-être qu'après, on ira se rafraîchir. Bonsoir, merci d'être là. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Philippe Duquesne, j'ai 2 questions. Il y a un rôle qui m'a vraiment époustouflé. Vous avez tourné il y a 10 ans Situation amoureuse, c'est compliqué. Le rôle du beau-père, donc c'est un rôle fou. Comment vous avez abordé ce rôle? Comment vous avez travaillé ce personnage? Est-ce que c'était à partir des directives justement des réalisateurs, où il y a un peu de vous, enfin pas de vous, mais de composition ou d'inspiration? Voilà, parce que vous êtes bluffant dans ce personnage. Un peu beaucoup aveuglement, hein, c'est ça. Pardon? Situation amoureuse, c'est compliqué, de Manu Payet. Ah oui. C'était il y a 10 ans. Oui. Le rôle pour moi.
Ah oui, drôle de personnage. Simplement, voilà, c'est Manu qui m'a dit quel était le personnage, comment il le voyait. Et donc, c'est un personnage voilà, un peu provincial qui débarque à Paris, un peu flambeur, et qui en fait toujours trop, quoi. Et donc, c'est un vrai personnage, enfin, il y a de la matière à jeu, je veux dire. Et donc, souvent on prépare un rôle, mais c'est par comme ça, par des idées qui passent par la tête, et puis voilà, on arrive, on y a pensé, comme ça, de temps en temps, par moment, et puis on se nourrit de... Pardon ? Il y avait une part d'inspiration, d'improvisation, je veux dire, enfin, non, pas trop. Non, c'est vraiment très écrit. Après, après c'est du jeu, quoi. Donc, voilà, il y a Manu qui pouvait me dire que, selon sa vision, lui, du personnage, je me disais, vas-y un peu plus, ou un peu moins. Bon. Donc, voilà, on cherche le bon créneau, quoi. Enfin, c'est agréable quand on a des personnages comme ça. On peut se permettre des choses que normalement on ne se permet pas, parce que c'est rare de faire des personnages complètement excentriques. Voilà. Mais c'est très drôle à faire. Merci. Et puis, j'avais une seconde pour M. Dominique Pinon. Vous avez tourné 3 fois avec Jean-Jacques Benex. Est-ce que une anecdote particulière sur une journée de tournage, peu importe le film, ou comment justement M. Benex sur la direction d'acteur? Oui, Jean-Jacques Benex, c'était bon, c'est mon premier long métrage j'ai tourné avec lui, et c'était comment dire, ça s'était fait par Dominique Besnard qui m'avait vu au Coursimont et qui m'a mis en sortie pour un premier film où je devais avoir le rôle principal et qui ne s'est jamais fait. Et puis, quand il a fait Diva, je sais qu'il m'avait raconté qu'il avait été dans le métro à Londres et qu'il avait vu un mec comme ça, un skinhead avec des lunettes noires, un truc. Et puis, je ne sais pas pourquoi il a pensé à moi, donc voilà. Et oui, Jean-Jacques, c'était surtout le premier film, c'est comme Delicatessen, c'est pareil, les premiers films, il y a toujours quelque chose de très particulier, parce que c'est un premier film pour les acteurs, premier film pour souvent des fois aussi pour les techniciens, enfin c'est quelque chose de... Mais je n'ai pas un bon souvenir, parce que c'était le premier tournage. Je ne connaissais pas vraiment le cinéma, j'avais juste fait de courts-métrages et j'étais un peu perdu. Chaque fois, j'avais toujours des mal. Alors, j'avais fait un peu de théâtre déjà, et souvent, quand je tournais un gros plan, on dit oh là là, mais t'en fais trop, parce que je jouais évidemment un peu comme au théâtre, tu vois. Mais comme le rôle parlait pas beaucoup, finalement, ça m'a. Voilà, je me suis un peu habitué, mais j'ai. Comment dire, sur Diva, non, je peux pas dire que j'ai eu du plaisir à. C'est un peu dur. Les autres Et les autres, après c'était bien, oui. La Lune dans le caniveau. Alors, La Lune dans le caniveau, c'était aussi. Oui, bon, voilà, je vais raconter des trucs, mais bon. Le caniveau, c'était aussi difficile, mais à d'autres. Parce que ça s'est tourné à Cinecittà. Et c'était difficile. Comment dirais-je? Techniquement. Bon, non, j'ai pas envie de parler de ça. Mais en tout cas, avec Jean-Jacques, c'est toujours moi et Jean-Jacques, c'est toujours bien passé. C'était. 37.2, il y avait un tout petit bout. Comment? Dans 37.2, il y avait aussi. Oui, je suis dans la version longue. Oui. Dans la version longue. Je suis dans la version longue, j'avais une scène avec Jean-Hugues Anglade, oui. Voilà. C'était très bien aussi. Autre question? Oui. Alors, nous, provinciaux, nous n'avons pas accès à vos
en tant qu'acteurs de théâtre que vous êtes tous, mais évidemment, nous, on n'a pas accès à ça, c'est fort dommage. Et je me posais une question, comment avez-vous fait, Annie, pour garder votre accent? Et est-ce que cet accent ne vous enferme pas dans certains rôles autre part que votre personnage? Et je me demandais, en tant que metteur en scène, si c'est quelque chose qui est sensible pour vous, et est-ce que, par exemple, l'accent d'Annie, notre accent à nous, finalement, c'est quelque chose que vous retenez dans le choix de vos acteurs? Alors, moi, je suis né dans le sud-ouest, de parents immigrés, donc j'ai cet accent, enfin par accident, je veux dire, je suis né là, j'ai pris l'accent. Et puis, après j'ai commencé ce métier sans prendre de cours, je suis arrivé à Paris, je me disais, il faut que tu perdes l'accent. Et c'est pas une coquetterie, je n'ai jamais pu, j'ai essayé, et puis voilà, si je dis bonjour, comment allez-vous, je n'ai pas pu, je ne sais pas parler parisien, je ne sais pas. Et c'est pour moi, c'est une autre langue, je ne me comprends pas, et je ne m'entends pas, là, quand j'ai l'accent, on dit que j'ai l'accent, je ne m'entends pas. Je m'entends, c'est pour ça que je n'aime pas m'écouter ni me voir. Et on m'a dit, est-ce qu'il faudrait que tu le perdes? Et franchement, je ne peux pas. Et en même temps, je me dis, tant pis, c'est mon identité. Bien sûr que ça m'a bloqué des portes, parce que on m'écrivait toujours des trucs de dire peu cher et bonne mère, ce qui n'est pas ma langue non plus. Et puis après, j'ai joué j'ai pas pu, on voulait que je fasse une courtisane, mais je ne peux pas perdre l'accent, donc. Et je disais, c'était hier, que grâce à M. Ribes, qui ne m'a jamais parlé de mon accent, puis petit à petit, ils se sont habitués. Et puis, comme je disais aussi, j'ai une nature avec ses défauts et ses qualités. Et maintenant, ils me prennent avec qui je suis, physiquement et avec mon accent. Et je dirais pas c'est à prendre ou à laisser, parce qu'il faut absolument qu'ils prennent, parce que sinon, je suis dans la merde. Donc moi j'ai une question que je voulais poser ce matin à Dominique Pinon, et puis je lui ai dit on va attendre la table ronde. Donc ce matin on a vu un magnifique film de Yolande Moreau, La fiancée du poète, que d'ailleurs pour beaucoup nous avons revu, un film très très poétique. Ceux qui ne l'ont pas vu, il faut vraiment aller le voir. Et la question que je voulais poser, mais qui s'adresse à vous, hein, c'est quand vous, Dominique Pinon, était là, et souvent des artistes, enfin des acteurs viennent regarder les films quand on les présente. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous arrivez à faire abstraction de votre métier quand vous regardez un film comme Dominique ce matin? Tout à fait. Le film de Yolande Moreau, oui, je suis un spectateur. Je suis un spectateur lambda et je l'apprécie comme un spectateur lambda. C'est vrai que c'est un magnifique film. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas compris la question? Ah oui. Ah non, moi je ne regarde pas. Je ne regarde pas les films, même un petit rôle. Je les regarde 10 ans après. Ah bah là où je suis. Qu'est-ce que je dois dire? Si je vais au cinéma, je vais au cinéma. Ma question. Tu vois la qualité de l'acteur, de l'actrice. Est-ce que vous faites abstraction de votre métier quand vous allez au cinéma? Est-ce que vous n'arrivez pas Mais à fond, je suis une vraie spectatrice et moi j'adore les acteurs. Je suis très ému quand donc j'adore. Allô? Alors, voilà. Je répète pour vous aussi. Alors, non, mais bien sûr, j'adore les films quand on voit un beau film et tout, mais je suis transportée, je suis une actrice, mais une grande spectatrice. Et beaucoup au cinéma, parce que j'y connais pas grand-chose, je connais moins. Au théâtre, je suis un peu déformé, donc je suis moins assidu, alors que le cinéma, ça me transporte. Alors, une question subsidiaire qui fera office de conclusion. Je te remercie quand même. Alors, ma question, en fait, elle concerne plutôt votre... je sais pas moi, quelle est votre vision du cinéma, du théâtre, dans 15 ans? Parce qu'on a parlé du passé et dans l'avenir. Alors, moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Parce que moi, dans 15 ans, serai-je là? J'espère. Voilà. J'ai pas de vision du tout. Moi, je
je ne sais pas. Moi aussi, non, j'ai pas de vision, je ne sais pas. Pourvu que ça existe. Pourvu que ça existe, oui, qu'on continue à tourner des films. Je ne sais pas quoi dire. Déjà vivre le présent, c'est pas évident. Et donc envisager un prévisionnel, c'est une vision de comptable, voilà, dans le claque. Voilà, donc non, j'ai pas de prévisionnel. Déjà, j'espère vivre et faire d'autres films. Voilà, c'est tout. Mais la vision du cinéma en général, il n'y a pas du cinéma, il y a des cinémas. Il ne faut pas réduire le cinéma au cinéma français, il y a le cinéma iranien, il y a le cinéma marocain, il y a le cinéma tunisien, américain. J'ai du mal avec les Américains, mais il y a du cinéma indépendant américain que j'apprécie beaucoup. Voilà, il y a pas... C'est plutôt la vision sur la société dans 15 ans. C'est plus une préoccupation que le cinéma va avec, quoi, avec cette préoccupation. Non, mais dans 15 ans, il y aura toujours du cinéma, j'en suis sûr. Il y aura toujours des bons films, il y aura toujours des mauvais films. Je suis sûr de ça. Voilà. Bon, c'est ce que je pense. Moi, je trouve que c'est vraiment une question très intéressante auquel je n'ai pas la réponse. Alors, on va vous remercier. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Gérald Laroche, parce qu'il y aura toujours des bons films. Effectivement, il y aura dans un futur très proche, dans un quart d'heure, un excellent film, MR73, qu'il va nous présenter après la pause. Mais avant de vous libérer, on voudrait vous remercier. Tous êtes venus. Alors, on vous a offert des livres, mais ici, on aime bien en terre carmosine aussi les produits du terroir. Alors, on voulait vous offrir un coffret de produits. Alors, c'est pas les mêmes coffrets parce qu'on sait qu'il y en a qui voyagent en avion, donc il y a des restrictions, voilà. Et d'autres qui voyagent en train, donc c'est plus facile pour le pinard. Ah, désolé. Mais on va se rattraper ce soir. On peut prendre le train. Merci beaucoup. C'est toute l'équipe qui vous offre ça. C'est un peu l'école des fans. Gérald, non, c'est pas. Non, voilà, avion, voilà. Avion, et donc, c'est pas fini. Donc là, il n'y a pas avion. Il faut bien que vous ayez un avantage à être venu. Ben oui, la prochaine fois, il faudra venir en train. Regarde Manuel, toi aussi. Bon. Et puis, il y a nos présidents bien-aimés à vie de leurs festivals respectifs. Il y a Serge Recourt. Toi, t'es en voiture. Voilà. C'est pour ça que je viens, en réalité. Et l'autre président à vie qui est venu juste par intérêt cinématographique, il ne savait pas du tout qu'on allait au faire. Tiens, mon cher Michel. Voilà. On peut les applaudir. Si vous voulez la rencontrer, on va se rafraîchir un petit instant dans le hall. Voilà. Il y a déjà des spectateurs qui sont rentrés pour MR73. Vous pouvez rester dans la salle, changer de place, venir boire un coup et rentrer. On ne fera pas de contrôle, on a confiance. À tout à l'heure.